Aujourd'hui, nous accueillons Ludovic Alban. Après plusieurs années en tant que directeur créatif dans de nombreuses maisons de luxe et de premium, donc Ludovic est passé par Hermès, Saint-Laurent, ou Carven par exemple. Il y a quelques années, alors Ludovic, tu nous diras combien de temps exactement, il a décidé de lancer son studio, Paris Phoenix Studio, pour accompagner les marques de luxe et premium. Et il va vous expliquer tout ça ensuite. On l'a accompagné pendant plus de 2 ans avec Better Founder sur des sujets d'acquisition, marketing et de vente. Et aujourd'hui, on va recueillir son témoignage. Malheureusement, on ne va pas parler de chiffres aujourd'hui parce que Ludovic travaille avec des marques qui sont quand même très exigeantes et il y a des grosses notions de confidentialité. Par contre, il va nous expliquer les effets que ça a eu sur son business et simplement son témoignage dans un environnement aussi exigeant que sont des environnements aussi exigeants que sont le luxe et le premium, nous raconter un petit peu, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on est du mass market ou est-ce qu'on fait des approches suffisamment intelligentes? Merci d'être là, Ludo. Salut. Merci Nicolas de m'inviter à discuter avec toi aujourd'hui. C'est toujours un plaisir. Avec plaisir. Pour finir Je te propose de te l'introduction, présenter peut-être, ou voilà, ouais, j'allais te proposer de te absolument. présenter un petit peu, raconter ton parcours, etc. Ce que vous faites aujourd'hui chez Paris Phoenix Studio? Moi j'ai été styliste homme dans l'univers du luxe chez Hermès et Saint-Laurent et après j'ai eu la chance d'être promulgué directeur créatif euh, chez Carven, le repositionnement de Chevignon et pour la relance d'une vieille marque endormie de sport luxe qui est Lux Skiwear. Et en 2018, de toutes ces expériences, j'ai créé Paris Phoenix Studio, qui a une spécificité par rapport à toutes les offres de services créatifs euh, pour les nouvelles collections, c'est que Paris Phoenix Studio propose un mix des services créatifs avec des leviers business. Très tôt, donc j'ai créé en 2018. Aujourd'hui, on s'adresse à deux grandes problématiques, qui est le renouvellement des collections. On peut le faire de manière verticalisée, du dessin jusqu'à la fabrication des produits avec un partenaire. Et une deuxième problématique qui est la croissance des marques sur plus de catégories de produits, croissance des marques sur prêt-à-porter bien sûr, sport, mais aussi HBJO, la horlogerie, joaillerie, la maroquinerie et la cosmétique. Et dans cette partie business, on a créé un pont entre l'Est et l'Ouest. Où on a de très bonnes relations avec l'Asie, notamment la Corée du Sud et la Chine. Euh, sur ce pool business, j'ai été rejoint par Alexandre de Sainte-Marie, ancien PDG de Hermès Art de Vie, et Laurent Grogoja, ancien PDG de Cartier Corée du Sud. Et donc, on commence à accompagner des marques émergentes qui ont un super positionnement et qui veulent imaginer, construire la prochaine étape de croissance. Ouais, puis alors, les sujets que vous abordez, là, que vous adressez, quand même, en plus, il y a des énormes enjeux actuellement, puisque, bon, comme beaucoup de marchés, ce marché-là est compliqué. Et c'est très intéressant d'avoir des experts comme vous qui sont capables d'accompagner ces marques-là. C'est extrêmement bénéfique pour ces marques-là. Donc, moi, c'est un sujet que je trouve passionnant, comme tu sais, comme je viens du luxe aussi. D'ailleurs, j'en profite pour dire à ceux qui nous écoutent, petite parenthèse, on a tourné un podcast ensemble où on parle un petit peu de tout ça. N'hésitez pas à le voir, c'est sur ma chaîne YouTube et vous pouvez aussi retrouver ça potentiellement chez Ludovic, sur son LinkedIn. N'hésitez pas à l'ajouter. Ok Ludo, moi ce que je propose c'est que on peut peut-être qu'on commence à rentrer un peu dans les détails de l'accompagnement et on va commencer par la question marketing comme je le dis souvent, je le répète beaucoup pour ceux qui ont regardé plusieurs témoignages. Le marketing, c'est un truc qui fait peur, tu sais, quand on est créatif, qu'on est un technicien, qu'on est technique, ça fait peur parce qu'on a peur que ça nous représente mal, que ça soit du mass marketing, que ce soit pas assez granulaire et on se dit toujours non mais moi dans mon secteur ça marche pas. Ça marche pas parce que mes leads à moi, les personnes que je vise, ils sont trop exigeants, etc. Le luxe, il n'y a pas plus exigeant que ça. Donc, je veux bien que tu nous témoignes un peu de cette partie-là, acquisition, réussir à décrocher des rendez-vous. Comment ça s'est passé pour toi? Déjà, la crainte d'utiliser des méthodes qui peuvent paraître mass market sur notre marché, elle a été dès le début, elle a apparu. Euh, que ce soit moi et mes partenaires, on a tous eu au début des interrogations, est-ce que c'est adapté pour nous, etc. Euh, mais la réalité est tout autre. C'est-à-dire que nous, on a eu un développement qui est au début de l'histoire du studio, de se développer avec un cercle relationnel. Le Ouais. cercle relationnel est très vite cramé au bout de, on va dire, au bout de 2 ans, euh, c'est épuisé. Donc il y a une obligation qui est de faire du bizdev, de trouver des solutions commerciales. C'est dans ce cadre-là qu'on a commencé à collaborer ensemble, Nicolas. Et donc les craintes étaient là, mais les craintes se sont estompées très rapidement
puisque les premiers tests ont prouvé qu'on pouvait créer de l'empathie, qu'on pouvait adapter ces outils à notre caractère, à notre identité, à notre tonalité. Donc ça, c'était vraiment la crainte de départ de finir en plateforme de phoning pour vendre des produits à distance, c'était complètement erroné. Euh, donc aujourd'hui, je peux témoigner qu'on peut, sur un métier exigeant, sur un marché exigeant, créer de belles relations humaines avec tous les outils que tu déploies. Super intéressant. C'est vrai qu'il y a vraiment cette crainte parce que aussi le marché est saturé. Bon, j'ai l'impression que tous les marchés sont océan rouge en ce moment, ils sont tous saturés. Il y a plein de raisons, hein, peut-être qu'on pourra l'évoquer, c'est peut-être intéressant d'en parler dans ce podcast, mais enfin dans ce témoignage. Mais en effet, il y a tellement de personnes aujourd'hui, c'est des outils qui semblent faciles d'accès, qui peuvent l'être parfois pour la Gen Z ou les générations encore plus jeunes, parce qu'ils sont digital natifs. Donc pour eux, aller se connecter, faire des choses comme ça, c'est un peu naturel. C'est accessible, mais ça ne veut pas dire qu'on a les bonnes stratégies. Ça ne veut pas dire qu'on a la bonne façon d'aborder les choses. Et en fait, moi, le témoignage que je veux faire sur ces outils-là, c'est que tout le monde est capable de les utiliser. Par contre, il y a énormément de détails qui changent beaucoup les choses dans la façon dont vous les utilisez. C'est comme n'importe quel outil, j'ai envie de dire, hein. On peut prendre n'importe quel outil, en faire quelque chose de merveilleux comme quelque chose de catastrophique. Ces outils-là, c'est pareil. Donc, je sais aussi, je sais pas si tu es OK pour qu'on parle un peu de, je sais pas, de deux, trois marques que tu as réussi à avoir, ou une ou deux, ou, enfin, ou une en particulier qui t'a marqué, avec laquelle on a réussi à déclencher un contact, alors que c'était peut-être, ça semblait difficile. Oui, avec plaisir. On peut parler d'une Ok, cool. marque qui est très intéressante, qui s'appelle l'Europiana. Donc l'Europiana, pour situer, c'est le Hermès italien qui appartient à LVMH, qui est un rachat Ouais, magnifique cette relativement marque, récent j'adore. et qui est ce côté marque très minimaliste. Donc moi, je rêvais, nous, dans notre portefeuille, on a une offre de service qui s'appelle Extension de gamme, qu'on commence à adresser, qu'on adresse depuis quelques temps aux marques de luxe pour créer une extension de gamme au travers du sport, qui est un marché en pleine évolution. Et on pourra revenir là-dessus plus tard si ça vous intéresse sur la porosité du luxe et du sport. Et donc on a mis comme cible l'Europiana. Et grâce à la démarche Better Founder, j'ai eu des rendez-vous en visio jusqu'à un rendez-vous physique à Milan avec cette magnifique marque, où j'ai eu la chance de pitcher nos services euh, et d'être en relation maintenant, désormais, avec cette très belle maison. Magnifique. C'est voilà, une des marques en ce moment les plus, qui fonctionne le mieux, hein, qui est vraiment en tendance. Très, très intéressant. Et oui, oui, je veux bien peut-être qu'on prenne un peu de temps à la fin, parce que peut-être certaines personnes qui écoutent veulent juste le témoignage, mais je pense que si tu es OK, on prendra un peu de temps aussi pour parler de tous ces sujets-là. Moi, je trouve ça très passionnant. Je suis sûr que ça intéressera pas mal de monde d'avoir ton avis sur ces marchés-là et qu'est-ce qui se passe en ce moment, etc. Euh, Peut-être qu'on va parler un peu de vente aussi aujourd'hui. Je pense que la vente, moi, le retour, bon, ça fait un moment qu'on travaille ensemble, j'ai eu tes retours déjà, donc je sais que la vente, ça a été un des sujets où tu as senti le plus de, voilà, de transformation aussi de ton côté et du côté de Paris Phoenix Studio. Bah, est-ce que tu veux me faire un témoignage? Tu veux que je te pose des questions ou tu veux m'en témoigner déjà? Tu as peut-être des choses à dire là-dessus? Le, 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 le truc majeur, en fait, sur la vente, là où j'ai progressé avec ton accompagnement, c'était j'abordais la vente comme la présentation d'un catalogue. Et je me rappelle, j'étais entre guillemets choqué ou interloqué quand tu m'as dit non, non, un pitch deck, ça se présente pas, ça se partage pas en fait. Il faut créer un fit humain, euh, il faut créer une relation forte. Ouais, Donc ça, c'était tout nouveau pour moi. Euh, Comme tout fondateur d'agence créative avec un background créatif, euh, eh bien, je suis pas. Soit je parle de mon activité avec passion et euh, finalement je ne réponds pas à une attente ou à un besoin. Euh, soit soit j'ai un petit peu de mal à la base à trouver le bon angle pour, euh, pour proposer une mission, quoi. Donc, grâce au travail qu'on a fait ensemble, l'entraînement, ça m'a vraiment aidé là-dessus. Euh, Ce qui a permis de créer des étapes, d'avoir une logique, d'avoir une méthodologie. Euh,
par rapport aux différents rendez-vous. Alors aujourd'hui, dans notre métier, nous, on ne vend pas sur un rendez-vous. On va proposer un rendez-vous découverte, un deuxième rendez-vous où on valide est-ce que euh, on a bien analysé leurs besoins et après de proposer une feuille de route, un devis. Donc ça aussi, euh, ton accompagnement m'a appris qu'il valait mieux peut-être faire des étapes intermédiaires, Mhm. se reparler que d'essayer un seul énorme rendez-vous d'obtenir une signature qui est très compliqué en fait comme enjeu. Super intéressant. Je vais faire, peut-être, je vais rebondir et puis après, on pourra approfondir un peu sur ce que tu as dit. Effectivement, une relation, ça se crée. Donc, vos leads, les personnes qui ne vous connaissent pas, c'est pas parce que vous les rencontrez une fois qu'elles vont se décider. Il va falloir créer une relation, il va falloir montrer aussi comment on est capable de les aider à faire mieux que ce qu'ils faisaient, ce qu'ils font aujourd'hui et ce qu'ils faisaient hier. Donc, effectivement, il y a toute cette phase de découverte, il y a cette phase d'apprendre à se connaître, de montrer aussi ce qu'on est capable de faire, sur quoi on peut les aider, ce qu'on peut les aider à résoudre, etc. Avant même de parler de signature, donc il y a tout un cycle de vente et c'est vrai que c'est beaucoup plus technique que ce qu'on peut imaginer. C'est pas compliqué, je pense. En tout cas, peut-être tu pourras me dire, toi, est-ce que tu as trouvé ça compliqué? Est-ce que le terme compliqué, il est adapté, tu trouves? Ou simplement, il faut juste apprendre à bien gérer les étapes, peut-être? Ouais, ouais, pour moi c'est accessible, c'est pas complexe, mais il faut accepter un calendrier, que c'est un process en fait, Exactement. et d'avoir des C'est vrai. étapes, des objectifs intermédiaires. Parce que souvent, les dirigeants, ils ont un peu cette peur de ouh là là, j'ai l'impression d'être devant une montagne et j'ai pas pris le matériel pour ça, j'ai pas les bonnes chaussures et je me sens pas prêt à gravir cette montagne. Mais ils se rendent pas compte que c'est assez fluide en réalité. Et c'est simplement regarder un peu chaque étape et voir si on peut l'améliorer. Et c'est ça qui fait énormément la différence parce que c'est encore une fois, c'est dans les détails, beaucoup les détails que se joue votre chiffre d'affaires, votre taux de conversion, etc. Cette montée en compétence des dirigeants, je pense qu'elle est essentielle. Et toi, tu peux en témoigner du coup que, comme tu disais, je voulais rebondir aussi là-dessus, un deck, ça s'envoie pas. Donc, un support commercial, pour nous, ça ne s'envoie pas parce que vous l'avez peut-être déjà vécu, des gens qui nous écoutent. J'ai envoyé mon support, mon PDF, et puis jamais de retour, hein, grosso modo. J'en ai très très peu, voire pas du tout. C'est normal parce qu'une fois qu'on l'envoie, personne ne le regarde. C'est ça la réalité, ça se présente. Et ça, c'est vrai que c'est un changement de paradigme à intégrer. Il faut avoir quelqu'un en face, créer une relation humaine, comme tu l'as dit, Ludo, et être capable de valoriser ce qu'on a besoin de valoriser. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as trouvé intéressantes dans la vente ou d'autres points que tu veux mettre en avant, peut-être voilà, juste ton témoignage tout simplement là-dessus. Bien écoute, grâce à toute cette méthodologie et ces pratiques, maintenant aujourd'hui je prends du plaisir. Quelque chose qui était assez nouveau, je pense, au début. Car là aussi, le fondateur ou CEO de sa marque, boîte, qui se met à faire du bizdev, moi maintenant, aujourd'hui, je trouve ça complètement naturel, mais ce qui ne l'est pas au début, car on peut avoir des a priori ou croire qu'on perd un petit peu en valeur parce qu'on se met sur le terrain. Mais Intéressant. aujourd'hui, je prends du plaisir et je l'aborde d'une manière qui est complètement différente, qui n'est pas de chercher à vendre, c'est-à-dire pas chercher à forcer quelque chose, mais prendre du plaisir à créer une relation humaine, à comprendre une problématique, à créer de la réassurance, à trouver une solution, quoi. Très intéressant. Très intéressant parce qu'en fait, j'ai remarqué quelque chose. C'est vrai que là, tu me fais conscientiser et dire en live là, cette chose-là, mais la posture, parfois, tue la vente. Vouloir une posture, tu vois, cette posture de non, mais moi, voilà, un peu formelle parfois, trop formelle même. Euh, et puis se dire non, moi, je suis le dirigeant, je veux pas me rabaisser à faire ceci, cela. Mais en fait, c'est ça qui va peut-être faire du mal en fait à vos ventes. Il faut au contraire, comme tu l'as dit Ludo, je trouve ça très intéressant. On est des humains, peu importe qui on a en face de nous, ça reste des humains. Et l'objectif, c'est voilà, de créer cette relation. Parce que la vente, c'est aussi de l'émotion. Alors ça, vous l'avez peut-être déjà entendu ailleurs qu'ici. Mais la vente, c'est aussi faire confiance à quelqu'un. C'est beaucoup de la confiance. La confiance, ça se crée à travers une relation humaine. Et évidemment, il y a aussi de la technique derrière. Il y a bien gérer les étapes de sa vente, etc., etc. Super intéressant. Très bon point, Ludo. Je voulais rajouter, dernièrement, on a fait une campagne ensemble. Euh, j'ai honoré tous les rendez-vous par moi-même, tous les Ouais, rendez-vous. Et honnêtement,
même s'il y a un rendez-vous où c'est pas le fit absolu, où le prospect n'a pas un besoin imminent, n'a pas le budget, etc., ça fera toujours parler de votre agence. Ça sera toujours positif. Je suis d'accord. D'accepter de prendre un moment d'une rencontre humaine, d'échanger sur nos activités, voilà quoi. Finalement, tout ça, je l'aborde comme passion commune, comme deux fans de golf qui se rencontreraient, quoi, qui parleraient de golf, quelque chose comme ça. Ouais, c'est clair. C'est un bon point de vue. Bah, à la fois, la non-vente, c'est parfois la meilleure technique de vente. Je suis pas là pour te vendre un truc, je suis là juste pour qu'on se rencontre. Ça change beaucoup la nature ensuite de l'échange. Et moi, pour aller encore un peu plus loin, ce que je recommande, c'est d'essayer de donner un maximum de valeur pendant l'échange. De la valeur gratuite. Commencez déjà à donner des conseils que normalement vous potentiellement feriez payer. C'est que des conseils à l'oral, donc quelque part, ça vous coûte pas grand-chose. La personne, elle récupère cette valeur, elle va pas forcément en faire grand-chose, mais elle va avoir le sentiment que voilà, enfin voilà, que vous êtes quelqu'un de confiance, tout simplement, et que vous avez une volonté de faire quelque chose de bien avec la personne avec qui vous discutez. Donc vraiment, n'hésitez pas à donner de la valeur quand vous faites des rendez-vous commerciaux gratuitement. Faut pas faire de rétention, c'est pas très utile. Au contraire, ça dessert votre business. Toutes les postures un peu trop en hauteur, froides et où on veut rien donner, en général, ne sont pas les meilleures à mon sens. Et je pense que là, c'est ce que tu es en train de dire aussi, Ludo. C'est cette Tout à rencontre fait. humaine et voilà, et cette passion en commun et être content de discuter ensemble finalement, créer une discussion intéressante en fait. Tout à fait. Ouais, Euh, c'est créer potentiellement une chaîne de valeur, c'est créer potentiellement ensemble un ouais. futur résultat. Donc c'est aussi ça cette notion, c'est d'entrepreneur à entrepreneur, je pense. C'est C'est la passionné, co-construction. passionné, entrepreneur, entrepreneur. Partager Ouais, des projets ensemble. Pas vendre exactement. un produit ou un service et après c'est c'est sans conséquence. Là, c'est l'idée de se mouiller ensemble. Ouais, puis co-construire les choses avec quelqu'un, ça, c'est toujours très intéressant si on arrive à vraiment avoir des discussions suffisamment intéressantes avec la personne qu'on rencontre, le lead, le prospect, et qu'on commence à co-construire des choses. En général, c'est plutôt bon signe. On a une vision commune qui s'aligne, on est juste en train d'ajuster, mais ça donne des bonnes chances d'avoir un projet à la fin ensemble, finalement. Et comme tu dis, ne pas hésiter à proposer, envoyer de la valeur, toucher des débuts de solutions. Dans tous les cas, c'est au final du final. Dans tous les cas, c'est l'expérience que vous avez sur ce genre de problématique en termes d'exécution qui sera vraiment la valeur, quoi. Exactement. Le plan, les idées fortes, etc., seront assez semblables à vos concurrents. Mais c'est l'expérience de le mettre en œuvre et de l'accompagner qui est la vraie force. Super. Très intéressant. Peut-être que je pense que comme ça fait déjà 17 minutes, 18 minutes qu'on parle, je vois, je vais te poser une dernière question, puis après, on fera un petit extra si ça te va. Parce Ouais, que j'ai bien envie qu'on parle un peu de ton métier, et de l'état du marché en ce moment et là où ça pousse, etc. Ça pourrait intéresser certaines personnes qui nous écoutent. Ma dernière question, c'est qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore à travailler avec nous? Euh, voilà, qu'est-ce que tu pourrais lui dire tout simplement? tester, tester, faire un micro-test. Et, pour les fondateurs et les CEO, de se dire que le premier commercial, c'est lui-même. C'est lui qui doit être le meilleur des commerciaux. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose à intégrer, hein, t'as raison. Voilà ce que j'ai à donner comme conseil. Et, C'est vrai qu'on le rabâche beaucoup. et oublier ses certitudes. Laisser tomber les certitudes. Il faut tester. Aller, aller au mastic, comme on pourrait dire dans le milieu du sport. Aller au terrain, quoi. Super. Bon, bah écoute, merci Ludo. On Merci à va peut-être toi. stopper la partie témoignage ici, puis moi je te propose qu'on passe à l'autre côté. Donc ceux qui voulaient juste le témoignage, vous pouvez arrêter ici pour les autres. Complètement improvisé, hein, d'ailleurs, tout ça. C'est un vrai témoignage en live, etc. Donc là, on va aussi improviser l'autre partie, qui est celle simplement de parler de ton métier Ludo et peut-être du marché, etc. Tu as sûrement des choses. Tout à l'heure, tu disais, aujourd'hui, il y a une forte porosité entre l'outdoor, le sport et la mode. C'est bien ça? Absolument. Ouais. Je veux que tu nous parles un peu de ça. Je trouve ça très intéressant. Donc ça, c'est un sujet à considérer très sérieusement pour les marques de prêt-à-porter. Euh,
C'est-à-dire que le luxe a fait des très mauvais chiffres fin 2025. Là, il y a eu les prises de parole ces 10 derniers jours de Luca De Meo, nouveau patron de Kering, avec son plan qui est Reconquering, qui est son plan, sa vision à 4 ans. Bernard Arnault qui a présenté son investigation pour les 4 ou 5 prochaines années pour LVMH. Et tous sont dans une logique qui est finalement de libérer des territoires. Ils veulent tous un upgrading du luxe vers l'ultra luxe, ce qu'ils appellent le VVIC, Very, Very Important Consumer. Donc en fait, le vêtement, ils vont libérer des territoires sur le vêtement, et ça va donner pour moi 2 grandes opportunités. Une première grande opportunité qui est eh bien les marques premium qui regardent vers le bas, qui ont été ultra concurrencées ces dernières années par le mass market déguisé qui est Zara, Uniqlo, etc., qui leur ont piqué toutes les parts de marché. Je leur dis regardez vers le haut. Regardez vers le haut, et c'est là où il y a des parts de marché à prendre, à condition de upgrader, d'être encore plus bien défini sur son positionnement, etc. Et le deuxième sujet, c'est les marques de sport. Les marques de sport d'aujourd'hui peuvent être les marques de luxe access de demain. Donc c'est cette porosité luxe sport qui est en train de se dessiner. Il y a des exemples très concrets. Hein. Il y a On Running, qui est une marque de sneakers à la base, qui a développé aussi des vêtements, que l'on trouve au pied de tous les start-upers, créateurs d'agences, etc. Et donc ce vêtement de sport, bien exécuté, qui ramène de la fonction, mais qui a un super esthétisme aussi, un peu comme Prada Sport, qui peut être transversal, peut vraiment être une alternative, une nouvelle alternative, très haut de gamme, porteur de valeur. Très intéressant. Et qu'est-ce que tu conseillerais du coup aux... Alors bon, ça va être un peu trop généraliste ma question. J'allais dire aux entreprises qui accompagnent ces marques-là. Bon, ça dépend du sujet évidemment. Les enjeux de ces marques-là aujourd'hui, on sait que la plupart souffrent, alors dans la mode particulièrement, peut-être un peu moins vrai sur d'autres secteurs. Et déjà, l'état des lieux du secteur du luxe, tiens, pour commencer, ouais, c'est ça que je voulais te demander. Moi, mon avis, c'est que en tant qu'investisseur, j'aime bien surveiller comment se comportent les marques de luxe sur le marché, parce que il me semble que c'est le fleuron de l'économie française et que ça donne un espèce de thermomètre de ce qui risque de se passer. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, absolument. État des lieux du luxe aujourd'hui, métier qui est euh, marché qui est en crise identitaire, enfin plutôt en crise de positionnement, qui dernièrement a fait des chiffres faramineux en post-Covid avec une augmentation des prix énorme sans proposition de valeur en face. Euh, donc maintenant, le marché, à tous les niveaux, hein, que ce soit en Asie, en Europe, etc., il dit, OK, la clientèle dit, on est capable, ultra luxe, de ne pas avoir de plafond de prix, mais à un moment donné, faut proposer de la valeur. Il faut mettre de l'innovation, de l'ultra artisanal sur la table, il faut mettre du concret sur la table, du tangible. Donc là, ils sont tous en train de réfléchir à ça. Et D'accord. en parallèle, crise du premium et on va dire des marques prêtes à porter, euh, France, Europe, euh, qui est aussi une crise liée au positionnement, je pense, ou du moins au modèle, au format économique qui est resté trop longtemps sur une logique de retail drivée par le prix. Et eux aussi doivent se transformer d'une agressivité prix qui était l'inverse du luxe, qui était un prix euh, exagérément vers le haut. Eux, par cette agressivité prix, transformer leur business model du volume vers la valeur. C'est-à-dire d'accepter de faire moins, beaucoup moins, mais beaucoup mieux. Beaucoup plus précis, de s'adresser vraiment à une clientèle très précise, de s'adresser à clientèle précise et moment de vie précis, etc. Et il y a de la place. C'est-à-dire que dans ce moment de crise absolue, je pense que moi, je vois demain des opportunités, en fait. J'ai un truc qui m'intéresse dans ce que tu as dit en particulier, c'est l'ultra artisanat, c'est ça que tu as dit? Enfin, en tout cas, Ouais, absolument. créer des produits qui ont beaucoup plus de valeur en réalité, c'est bien ça dont tu parles? De Absolument. valeur, je veux dire, intrinsèque. Le produit est meilleur, mieux fait, etc. C'est bien ça dont tu parles. Ouais, c'est-à-dire que si on décompose le prix de vente, on peut dire qu'il y a 2 leviers. Il y a un levier qui est valeur émotionnelle, valeur objective. Objective, donc objet, concrètement, qui a été délaissé ces 4-5 dernières années.
au profit d'une Ouais. valeur émotionnelle qui était très campagne de communication, Oui, c'est stratégie du marketing. d'influence, Ouais, ouais, marketing, ouais. euh, figuration, Met Gala, etc., etc., etc. Et là, on a une clientèle en face qui dit, mais nouvelle clientèle, hein, nouvelle génération, qui dit, mais nous, on veut du concret. On veut communication très bien, mais après, à la fin de la chaîne, on veut des choses exclusives, spécifiques, singulières. Euh, voilà. Donc, dans cette logique-là, il y a Hermès qui continue toujours sa progression versus ceux qui ont Ouais, fait cette équation qui est compliquée à maintenir, qui est mass market en communication ouais. et super au prix en produit, et qui à un moment donné En n'ont plus gros, cette... on dilue notre ADN, c'est ça, on dilue ce qu'on est dans différentes collections, différentes campagnes marketing et ça brouille absolument, les pistes et le dilution produit, du on sait plus capital de trop. marque. Dilution Ouais, du capital de de, marque et aussi du capital produit, non? Parce que les produits, au final, c'est ce que les gens portent ou dilution de la et valeur, dilution de la valeur, c'est déceptif. ouais, absolument, dilution de l'identité, dilution de l'exclusivité de l'exécution du Ouais, produit. ouais, ouais. C'est vrai Euh, que et ils se donc, sont tirés de balle dans le pied quelque part. bah, ils ont joué, ils ont fait ce qui était le plus facile à faire. Ok. Donc aujourd'hui, À l'inverse d'Hermès, qui eux à sont la- restés droit dans leurs bottes. à l'inverse d'Hermès, qui sont effectivement restés sur leurs fondamentaux, qui Hermès C'est ça. aujourd'hui fait un truc incroyable, c'est Hermès dit on va devenir le meilleur acteur mondial de la haute couture. À la base, c'est pas une maison de haute couture, c'est une maison de cellier maroquinier. C'est Donc ils vont aller ça. dans la haute couture pour prouver que eux, ils ont cet artisanat ultra exclusif. Donc ils vont remettre une couche davantage concurrentielle et, euh, et mettre un espace immense entre le peloton et eux, quoi. Ouais, bravo, bravo, bravo. Hermès, c'est quand même, Donc voilà ça les reste la enjeux marque. aujourd'hui. Et donc dans toute Ok, cette progression super vers le intéressant. haut, il va se libérer des places pour, euh, pour faire moins mais mieux. Et ça, c'est Alors aussi là, mon conseil. là, moi, je trouve ça intéressant. Désolé, moi, je vais voir ça du côté de mes clients. Ludo, du coup, toi, tu parles des tiens, moi, je vais parler un peu des miens dans cette histoire, parce que qu'est-ce qu'on peut en retenir comme leçon, finalement, quand on est quelqu'un qui travaille pour ces marques-là, qui vise ces marques-là? Il faut comprendre où est-ce qu'elles vont, quelles sont leurs problématiques, qu'est-ce qu'on peut en faire et comment on peut les aider à aller vers là où elles ont envie d'aller. Donc là, Ludovic vient de vous donner des infos précieuses, en réalité, sur l'état du marché, sur les marques, où est-ce qu'elles vont. Tu parles d'une tendance de fond, si j'ai bien compris, puisque là, le marché est rincé, je veux dire, sur ces questions, enfin, tout ce qu'on a évoqué là, hein. Pour Le moi, marché est rincé. c'est tendance de, ouais, des 5-10 prochaines années. Ok, très intéressant. Ça veut dire que toutes les personnes qui vont se positionner sur un accompagnement qui est plus dans l'ADN, qui fit mieux avec cette volonté des marques d'aller de revenir vers de l'ultra artisanat, comme dit Ludo. Et ça, c'est voilà, c'est un positionnement qui est spécifique. Elles pourront se reconnaître, ces marques-là, dans ce que vous proposez vous. Il faut que ça fit. Et c'est très intéressant. Ça veut dire que là, il y aura du levier. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, je ne suis pas sûr. Mais sachez que votre positionnement, la façon dont vous vous racontez, c'est la façon dont comprennent qui vous êtes, ben, les personnes qui vous découvrent. Et il faut que ça fitte avec ce qu'elles désirent et avec ce dont elles ont besoin, ce qu'elles ont besoin de résoudre et potentiellement leur ADN. Voilà. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus, ben, venez, on va vous expliquer comment vous positionner. Ok, Ludo. Quelle heure est-il? Il est 15h15. Je pense qu'on peut arrêter ce témoignage-là. Merci beaucoup pour le petit extra. Je trouve ça hyper intéressant et j'espère que ça intéressera ceux qui nous écoutent. Merci pour tout. Merci pour ta confiance, Alexandre, à Laurent et à Sébastien aussi et à tous ceux avec qui on a travaillé. Et puis, bon, on se revoit de l'autre côté pour la suite, j'ai envie de te dire. Merci à toi, Nicolas. Et Merci à puis à toi très vite, pour Ludo. ta recherche perpétuelle de faire toujours mieux dans ton domaine. Merci. Ça, c'est C'est top. gentil. On a cette volonté commune, je pense. Ouais, absolument. Merci beaucoup. Merci, Ludo. À très vite. Salut. Ciao.